Bonjour à tous et bienvenue à Contre-champ, où l'on parle d'échecs entre développement personnel et management des entreprises. Et bien notre invité est Fred Colantonio, auteur de Rebondir sur l'échec. Bonjour, bienvenue. Alors, je dirais que vous êtes un habitué des plateaux de Télévèsre. Vous étiez venu il y a 2 ans parler d'un autre livre, L'attitude des héros. Oui. Ici, c'est un peu le revers de la médaille. Pourquoi vous intéressez à l'échec ? C'est effectivement le revers de la médaille, c'est-à-dire que quand on regarde tous les grands parcours de réussite, que ce soit les réussites entrepreneuriales, dans le milieu sportif, dans le milieu de la recherche, systématiquement sont associés aux éléments de réussite des échecs souvent cuisants. Et comme on a tendance à moins parler de cet aspect-là, je me suis dit que c'était certainement intéressant de s'y attarder. Vos héros, il y a 2 ans, 3 ans, quand on lisait ce livre, il y avait toute une série de personnalités qui vous inspiraient. Oui. On en retrouve dans ce livre aussi, parce que ces personnalités qui inspirent, à un moment donné, ont buté sur des obstacles, et c'est ça qui les a fait progresser. Oui, en fait, l'idée d'écrire ce livre est venue des conférences et des 3 premiers livres de l'attitude des héros. C'est-à-dire que les personnes que j'ai rencontrées, de tous milieux, de tous horizons, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, au Québec, un peu partout, finalement, dans les conférences de l'attitude des héros, souvent ce qu'elles retenaient, c'était des éléments liés à l'échec. Ah oui, pourquoi ? Oui. Et donc moi, je présentais des trajectoires de réussite en disant, regardez, finalement, ils ne sont pas tellement éloignés de nous, que ce soit les Richard Branson, Steve Jobs, Elon Musk, les grands entrepreneurs de ce monde, finalement, pour arriver là où ils sont arrivés, ils ont aussi eu une trajectoire qui a été jalonnée d'embûches, semée de revers, et ils ont dû faire face à l'adversité. Et en réalité, très souvent, ce que les gens retenaient, c'était... moi, ce que je retire des livres ou des conférences, c'est que ça me donne le droit à l'erreur. C'est que, j'y reviendrai certainement, c'est que je ne suis pas raté parce que j'ai raté. Ouais. Ça arrive à d'autres, y compris à des grands. Et donc, il y a eu une sorte de démystification un peu involontaire au départ, puisque moi, je voulais montrer comment on réussit. Et je me suis rendu compte que finalement, pour savoir comment on réussit, on doit accepter d'échouer. Justement, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire on ne peut pas réussir sans échec ? Effectivement. Prenons le cas d'un instrument de musique. Si on veut commencer à jouer, que ce soit de la guitare, du piano, n'importe quel instrument, moi je joue de la guitare, c'est considéré comme étant l'un des instruments les plus simples à apprendre au monde. Il m'a malgré tout fallu 6 mois, 1 an et demi pour arriver simplement à passer les cordes convenablement. Ici, ça fait une quinzaine d'années que je joue, je ne considère toujours pas que je suis un guitariste accompli. Et quand vous interviewez n'importe quel des grands guitaristes de ce monde, ils ne considèrent pas être des guitaristes parfaits. Ils ont juste développé leur technique. Je parle dans le livre de Django Reinhardt, par exemple, un guitariste belge par ailleurs, qui a inventé le style manouche parce qu'il avait une malformation au doigt qui l'empêchait, entre guillemets, de jouer de la guitare convenablement. D'un revers, d'un échec, en quelque sorte, je n'arrive pas à jouer de la guitare normalement ou comme les autres, j'en ai fait un coup gagnant. Donc il a réussi à transformer ça à son avantage. C'est vraiment cet angle-là qui m'a intéressé dans le livre. Alors vous, Fred Colantonio, quel est votre rapport personnel à l'échec ? Oui, il y en a beaucoup. Vous avez donné quelques exemples. Oui, je partage quelques exemples dans le livre parce que c'est aussi une demande de plus en plus des gens qui me voient en conférence ou qui lisent mes livres, c'est de dire, et le personnage lui-même. Alors, donc ici, j'ai fait le choix de dire, je vais en partager aussi des choses qui me sont arrivées. Juste avant d'en dévoiler l'une ou l'autre, je crois que ce qui est fondamental, c'est de se dire que l'échec, c'est une situation qui laisse des traces. Voilà. De cette situation, il y a une composante objective. Ça veut dire qu'à un moment, on manque la cible. Oui. Voilà. J'imaginais faire quelque chose et j'obtiens un résultat qui est différent. Et souvent, en première lecture, ce résultat est décevant, puisque ce n'est pas ça que je cherchais à faire à l'origine. Bon. Ça, c'est la seule composante objective qu'on peut lier à l'échec. Ça veut dire que vous, dans votre vie personnelle, il y a des éléments où vous pouvez dire « j'ai vécu une situation qui a laissé des traces. J'ai visé la cible et j'ai tapé à côté. » Après ça, tout le reste est subjectif. Ce qui veut dire que ce que je vais partager, moi, comme échec, ne sera peut-être pas perçu, ni par vous, ni par les gens qui regardent, comme des échecs. J'ai atteint autre chose de beaucoup plus intéressant. Par exemple. Mais ça, c'est variable d'individu en individu. C'est pour ça que dans le livre, j'ai voulu avoir aussi une dizaine de témoignages de sportifs, de chercheurs, d'entrepreneurs, de Belgique, de France, de Suisse, du Québec, donc de francophonie, pour avoir
autant de grilles de lecture que possible et permettre au lecteur de se dire, ok, moi, dans cet ensemble, malgré tout convergent, de contenu et de pensée, je retiens plutôt ceci ou cela. J'explique ça pourquoi? Parce que les échecs personnels dont je vais parler, peut-être que certains qui nous regardent vont se dire, bah, c'est pas un échec ça. Oui. Mais par rapport à ma trajectoire, c'est des éléments qui ont laissé des traces. Alors je peux partager un échec qui est un échec entre guillemets d'enfance, c'est qu'il y avait un concours de playback quand j'étais à l'école primaire, pas très loin d'ici, en région liégeoise. Et notre année a décidé, dans notre classe, on était 5 ou 6, là on a fait un groupe pour participer à ce concours de playback. Et on était dans les années 80, donc le chanteur qui faisait autorité, c'était Michael Jackson. Et donc, on avait décidé de faire la chanson Thriller en se disant on va revisiter les tombes, les cercueils, un peu comme à l'image du clip. Alors, vous imaginez ça dans l'idée et dans l'esprit d'enfant de 12 ans. Et vous imaginez surtout que c'est moi qui me retrouve à faire Michael Jackson. Bon, il y avait peut-être erreur de casting, mais bon. Et en fait, on s'est entraîné comme des fous. Donc, on a répété énormément. Et on est arrivé très insouciant ce jour-là, le soir du playback. Et en fait, on a livré une performance qui a surpris tout le monde, hein, y compris nous-mêmes. Parce qu'on n'avait aucun standard de comparaison, donc on s'était donné à fond, mais on s'est retrouvé à vraiment faire un truc où les gens étaient hystériques quoi, de voir ce qu'on avait produit. Et donc on s'est pris au jeu, on a fini par croire qu'on allait pouvoir gagner. Sauf qu'au moment de proclamer les résultats, ils annoncent le 3e, c'est pas nous, ils annoncent le 2e, c'est pas nous. Donc il y a des gens dans la salle qui commencent à dire que c'est Michael Jackson et que c'est nous qui allons gagner, on l'entend, donc on finit par y croire. Et en fait, non. On ne prononce pas le nom de notre groupe, je ne sais même plus comment on s'était appelé pour l'occasion, on ne prononce pas le nom de notre groupe. Et l'animateur de la soirée dit que ça aurait dû être nous, mais que la personne qui faisait Michael Jackson, donc Bibi, a oublié de chanter. Donc a oublié de faire aller les lèvres, faire le mouvement des lèvres pour symboliser le playback jusqu'au bout. Donc tout le poids du groupe sur vos épaules, c'est la catastrophe. Donc tout le poids du groupe, les 300, 200, 300, 400 personnes qui étaient là ce soir, boum, on a l'impression que tous les regards se tournent vers vous. Moi, évidemment, plus bas que terre. Et effectivement, ma première impression, c'est de me dire, j'ai laissé mes camarades de classe en plan, quoi. C'est moi qui ai foiré sur le coup. Alors, est-ce que c'est un échec au sens, échec avec un grand E? Non, c'est quelque chose dont on se relève. Je suis toujours vivant. C'est la meilleure preuve. Est-ce que ça laisse des traces? Oui. Je joue de la guitare, j'ai joué dans 2 groupes, j'ai toujours eu de la difficulté à assumer ce rôle de chanteur. D'accord. Qui allait avec. Donc c'est vraiment une question de subjectivité, le rapport à l'échec. C'est très personnel. Parce que vous donnez cet exemple, vous en donnez un autre beaucoup plus tragique, la perte d'un ami qui se suicide. Oui. Effectivement, si on regarde ça d'une manière objective, on dira directement... on met dans la balance des choses tout à fait hors proportion, mais pour vous, c'est un vécu qui a la même saveur. Oui, c'est très intime, la relation qu'on a à l'échec. C'est pour ça que j'ai voulu l'aborder de manière la plus, je dirais, la plus délicate possible dans le livre, en prenant des tas d'exemples qui viennent du secteur de la conquête de l'espace, qui passent par le milieu scientifique, qui passent par l'apprentissage scolaire, qui passent évidemment par l'échec entrepreneurial aussi, parce que, de fait, à l'âge de 15-16 ans, j'ai perdu mon meilleur ami de l'époque qui s'est suicidé. Alors... je respecte sa décision, même si je la comprends peut-être pas, mais là où moi je me sens en situation d'échec, c'est que j'ai surtout rien vu venir. Alors qu'on était si proche que j'aurais imaginé que s'il y avait une personne à qui il aurait pu se confier, c'était peut-être moi. Et il ne l'a pas fait. Et donc on se prend des claques comme ça. Alors de nouveau, moi je suis toujours vivant, ma route a continué, c'est sa route à lui qui s'est arrêtée. Mais à un moment... l'échec nous questionne, et que ce soit, entre guillemets, ce simple concours de playback, que ce soit la perte de cet ami ou que ce soit une année ratée à l'université, puisque c'est le 3e échec personnel que je partage, venant d'une famille ouvrière, seul enfant à faire l'université, je démarre, il y a un peu tous les espoirs de la famille qui sont placés dans le parcours en disant « génial, s'il y arrive, quelle reconnaissance, quelle réussite », mais en même temps, le revers de la médaille, l'autre facette de la même pièce de monnaie, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il rate? Et ça se produit. C'est-à-dire qu'en première année de candidature en droit, je rate tous les examens. Donc pas un, pas deux, c'est qu'après chaque examen, je rentre chez mes parents et je les vois
Je pense que j'aurai cette image-là toute ma vie. Je les vois ouvrir la porte ou la fenêtre de la maison avec le même espoir enthousiaste. Je dis alors, et ils comprennent instantanément à ma tête que non, quoi. Alors quand c'est 14 fois d'affilée, parce que c'était 12 ou 14 examens, ça fait mal. Peut-être qu'aujourd'hui, rater une année à l'université est déjà moins stigmatisé ou moins stigmatisant. Mais pour moi, dans le parcours, c'était clairement une pierre dans le jardin. La seule chose, c'est qu'à un moment, cette année m'a permis de comprendre ce qu'il fallait mettre dans la bataille, ce qu'il fallait livrer pour être à la hauteur. Et ça, je ne m'y attendais pas. Donc si je n'avais pas eu cette année pour comprendre le niveau d'exigence, le niveau d'investissement et ce qu'il fallait, les codes de l'université, ben, j'aurais pas pu recommencer en réussissant par la suite. Quand on parle de tout cela, c'est quoi finalement la définition de l'échec? Je reviens à cette notion. Plusieurs? Il y en a plusieurs, parce que nécessairement, on a cette notion de composante objective et subjective. Oui. Composante objective, c'est l'insuccès. Donc Oui. c'est une situation qui laisse des traces et par rapport à laquelle on a un goût amer. Et tout le reste est subjectif, parce que ça va dépendre. Quelqu'un qui nous regarde peut-être et qui a subi un gros échec entrepreneurial, une faillite, qui aurait entraîné toute une série de conséquences financières et toute une série de conséquences relationnelles, la perte d'amis, la perte de proches, la perte d'un compagnon ou d'une compagne, ou un divorce, parce que très souvent c'est ce qui se passe dans les échecs entrepreneuriaux. Hein. C'est malheureusement l'espèce de deuxième effet qui se coule. Donc on a la perte de l'entreprise et en plus on a tous les effets collatéraux. La personne qui nous regarde et qui m'entend partager mes échecs à moi va se dire « mais il plaisante ce monsieur, ce ne sont pas de vrais échecs ça. Moi j'ai connu quelque chose de bien pire, quelqu'un qui perd un enfant pourrait peut-être se sentir en situation d'échec. » Donc il n'y a pas de définition, me semble-t-il, universelle. Ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est que finalement, l'échec est un événement qui survient. Oui. C'est quelque chose qui se passe, boum, que généralement on n'a pas demandé. Peut-être que d'une certaine manière, on a concouru à ce que ça se produise, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, c'est un événement qui survient. C'est qu'est-ce qu'on en fait alors? Voilà. Et la grande question, c'est nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive, pas toujours, mais on est responsable de la réaction qu'on va avoir. Et donc cet événement, auquel on donne au départ une connotation ou une couleur négative, comment est-ce qu'on va pouvoir le transformer ou en faire un matériau d'apprentissage, de progression, de résilience ou de dépassement de soi? Et dans les exemples qu'il y a, j'adore parler de tous les exemples évidemment, mais si je dois en retenir un, c'est Caroline Villot, qui est une sportive québécoise qui a remporté 3 médailles aux Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, et pour être précis, aux Jeux Paralympiques. À l'âge de 5 ans, ses parents l'autorisent pour la première fois dans la boucherie familiale à venir hacher la viande. Elle opère le même mouvement qu'elle voit ses parents opérer par rapport à la machine, sauf qu'elle n'a pas la main d'une adulte, elle a la main d'une enfant. Et sa main d'enfant est prise dans le broyeur. Elle perd son avant-bras gauche. Ça, c'est l'événement qui survient, auquel légitimement on peut donner une connotation négative. Elle subit un malheur. Bon. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça ? Est-ce qu'elle va rester sur cette situation? Elle aurait pu se complaire dans cette situation, elle aurait pu se plaindre, elle aurait pu arriver dans une spirale très négative qui l'aurait peut-être menée jusqu'au suicide, puisqu'elle explique qu'à l'adolescence, elle a été victime de railleries à l'école, elle a été mise à part, elle a été stigmatisée. Et à un moment, elle s'est dit, mais pour moi, la vie, c'est pas ça. Il y a autre chose. Qu'est-ce que je peux faire malgré ce handicap de départ pour en faire un levier de rebond? Et donc elle s'est dit, moi je veux me dépasser. Elle s'entraîne au ski alpin, elle est sélectionnée par l'équipe québécoise et elle remporte 3 médailles, dont une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Albertville. Alors qu'est-ce qui fait que certains partent dans la spirale négative et que d'autres non? Est-ce que c'est une question de tempérament? Est-ce que c'est une question, je dirais, d'outils psychologiques? C'est quoi en fait? Mais là, moi, je suis criminologue de formation, et donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la manière dont les gens, dans certaines circonstances, partant à la spirale, réagissent d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Parce que c'est ça le métier d'un criminologue. Alors, le criminologue se focalise sur le crime. Moi, j'ai décidé il y a 10 ans de regarder
dans des contextes, souvent celui de l'entreprise, ce qui fait que les individus arrivent à sortir du rang plutôt vers le haut que vers le bas. Et donc là, j'ai regardé le rapport à l'échec avec une démarche de criminologue. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui fait que, pour une même situation, des gens vont aller dans une spirale négative ou vont développer une attitude constructive? Les éléments de la spirale négative, alors je préviens tout de suite pour les téléspectateurs, c'est légitime. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est normal qu'on le ressente. Ça veut juste dire qu'à un moment, j'espère que les gens qui regarderont cette interview, qui liront le livre ou qui verront les conférences, se diront « Ok, c'est normal de penser ça, mais il y a autre chose qui est possible. » Les gens qui perçoivent l'échec de manière négative et qui entrent dans une espèce de spirale infernale comme ça, très souvent, ils passent par plusieurs phases. La première, c'est que l'échec les remet en question. Oui. L'échec nous remet en question. C'est-à-dire qu'à un moment... Sur tous les plans de la vie, pas seulement sur le plan où on a eu l'échec. Voilà, il y a eu une contamination. C'est-à-dire qu'on passe de « j'ai raté quelque chose » à « je suis un raté ». Oui. Et donc la personne qui entre dans ce type de fonctionnement-là, on s'est tous sentis nuls à un moment sur quelque chose qu'on a fait. Sauf que les gens qui arrivent à développer une attitude constructive vont réussir à réduire ça à la portion qui a raté. Les gens qui entrent dans une spirale négative, ils vont avoir tendance à colorer, si vous voulez, leur grille de lecture de ce qui leur arrive en disant plus rien ne va. Deuxième étape, du coup, comme ils sont remis en question, ils vont s'isoler des autres. C'est rarement quand on est en situation de doute qu'on est à l'aise pour aller vers les autres. Donc, ils se replient sur eux-mêmes. Deuxième temps fort. Or, quand on a l'impression d'être raté et qu'on se replie sur soi-même, c'est pas très confortable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va ternir notre propre vision du monde. Donc, on va aller chercher, et ça nous est arrivé à tous. C'est pour ça que le livre, je crois, aide beaucoup de personnes, c'est que ça permet de dédramatiser aussi ou de déculpabiliser. Ça nous est tous arrivé à un moment de dire « le monde va mal, ça court à sa perte, dans quelle époque vivons-nous, mon bon monsieur ?» Oui. Et ça, c'est assez caractéristique des gens qui sont dans la spirale négative. Remise en question, isolation par rapport aux autres, vision du monde ternie. Ce que ces trois éléments produisent comme conséquence, c'est 4 choses. La première, on baisse les bras. Donc on a tendance, face à l'adversité, face à la situation compliquée, à dire « à quoi bon ?» Et donc on renonce. Alors ça peut être renoncer à une belle carrière, ça peut être renoncer à une vie de famille épanouie, ça peut être renoncer à un défi sportif, peu importe. On baisse les bras. Et de cette situation où on baisse les bras, il y a 3 éléments qui interviennent. C'est que finalement, l'échec nous fait fuir. Est-ce qu'on va essayer de s'éloigner de toute situation potentiellement problématique? Et donc, on va refermer toute une série d'opportunités, de portes, de possibilités. On ne va peut-être même plus les voir, parce que simplement, on va être dans ce qu'on appelle la conduite d'échec. Donc, on va se comporter de manière à faire en sorte que ça ne marche pas. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est parfois si difficile d'aider des gens comme ça. Parce qu'eux-mêmes vont dire... Je te l'avais dit, regarde, ça n'a pas fonctionné. Alors qu'en fait, involontairement, ils ont mis tout en place pour que ça se passe comme ça. Pour prendre une comparaison, alors on fait quoi? C'est le bateau qui coule. Comment est-ce qu'on va faire pour isoler le compartiment qui prend l'eau et faire en sorte que le bateau ne soit pas totalement contaminé en entier? Pour moi, on doit surtout être conscient des 2 derniers éléments qui interviennent. C'est que de cette situation-là, de cette espèce de continuum infernal, découlent 2 conséquences, et les 2 derniers aspects. C'est que l'échec nous fait peur et qu'au final, l'échec nous paralyse. Comme ça nous fait peur, je peux prendre une analogie simple, c'est que on a tous peur quand on doit tester quelque chose de nouveau. Ça fait partie de la nature humaine. D'abord, on enclenche le mécanisme, attention, c'est de l'inconnu, on ne sait pas. C'est rare qu'on se dise, génial, une situation nouvelle, on va tester, on verra bien. Notre cerveau est conditionné pour nous préserver, pour assurer notre survie. Et donc l'analogie que je prends souvent, c'est que si on est avec cette spirale négative et qu'on injecte ce flot de pensée dans le cerveau de l'enfant de 8 ans qu'on était, on ne monte pas sur le vélo pour apprendre à rouler. Parce qu'on sait qu'on va tomber. Nécessairement. Même quand on va enlever les 2 petites roulettes à l'arrière ou que papa ou maman ne nous tiendra pas, on sait qu'on n'aura pas l'équilibre du premier coup. Sauf que quand on est enfant, on sait que ça fait partie du jeu. Et tout notre entourage est là pour nous dire « tu vas y arriver ». Et donc on finit par y croire avant même d'arriver à le faire. C'est ça. C'est pour ça que l'échec qui nous fait peur, on peut le contourner. Et l'échec qui nous paralyse, c'est qu'en tant qu'adulte, on se sert de l'échec
comme prétexte. Je sais que ça peut être choquant ce que je dis là, mais pour beaucoup de personnes, c'est ça. Le risque d'échec est une excuse. Parce que je vais éventuellement rater. Ah, ça risque de rater, mon bon monsieur, donc moi je ne vais pas y aller. Je ne vais pas le tester. Le principe de précaution. Principe de précaution, voire perfectionnisme. Ah oui. La dérive du perfectionnisme, disent je veux que tout soit parfait pour démarrer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont totalement paralysés par ça, bien sûr, ou qui même partent d'un succès et qui veulent le renouveler et qui ne sont pas sûrs de le renouveler, donc on ne fait plus rien après. Exactement. Voilà. On est tout à fait là-dedans, complètement. On a la conduite d'échec, donc les gens qui ne vont jamais rien concrétiser parce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis à quelques mètres du podium, en disant ça pourrait fonctionner, oh là là, non, pas pour moi. Alors c'est très souvent inconscient comme type de conduite, hein. On se dit rarement ça explicitement, mais ça arrive très souvent. Et alors effectivement, on a tous les gens qui arrivent à avoir un premier niveau de succès, une réussite, quelque chose qu'ils peuvent marquer au compteur en disant ça je l'ai fait, mais du coup, ils ont tellement peur de ne pas réitérer l'exploit que ils se mettent en situation de repli. Comment on passe de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on développe une attitude constructive ou qu'on va au-dessus de ça? Je dirais 3 choses. En premier lieu, on doit être conscient de notre capacité de ce que les psychologues appellent la résilience. Initialement, la résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'un corps à revenir à son état initial après avoir subi un choc. Et par rapport à l'échec, c'est ça. Souvent, on me demande, moi j'ai l'impression d'échouer, qu'est-ce que je peux faire pour passer au-delà de cette vision? On est toujours vivant. C'est le cas de Martin Agré qui perd sa première famille dans un camp de concentration, exactement, sa deuxième famille dans un incendie, et qui vit toujours et qui continue à avancer. Et qui vit au nom de tous les miens. Oui. Exactement. À un moment, c'est se dire, tant que je suis vivant, j'ai une marge de manœuvre. Et la magie d'Internet, c'est de nous montrer des exemples, parfois très négatifs, mais aussi très positifs, de gens qui sont dans des conditions bien moins bonnes que les nôtres, et qui arrivent à faire quelque chose de leur existence. Donc pour moi, la résilience, c'est surtout ça. C'est surtout se dire, je suis vivant. J'ai une marge de manœuvre, nécessairement. Deuxième élément, c'est de se dire à un moment, quelles sont les règles du jeu? Quels sont mes standards d'exigence à moi? C'est très rare qu'on échoue à quelque chose qui n'a pas d'enjeu pour nous. Alors si on échoue, on rate le truc. Mais si ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Oui, c'est pas un échec, voilà. Donc c'est pas un échec, parce que ça ne comptait pas. Oui. Et assez paradoxalement, j'ai remarqué que les gens qui arrivent à développer une attitude constructive face à l'échec, elles sont très claires sur ce qu'elles veulent arriver à faire. Que ce soit faire un marathon, que ce soit lancer une entreprise, que ce soit devenir leader mondial dans un secteur, peu importe. Très souvent, ce qui leur permet de surmonter les épreuves et d'aller au-delà de l'adversité, c'est de se dire, mon objectif final est supérieur avant de la vivre. Oui. Mon objectif ultime est supérieur à la contingence, là maintenant, à l'événement traumatique dont je vais avoir besoin de temps pour me remettre, qui laisse des traces ou des séquelles, parfois physiques, hein. Mais mon objectif ultime est supérieur à l'événement ici. Et ça fait partie de la relativisation. C'est le fait de pouvoir dire, ok, je suis toujours vivant, j'ai raté quelque chose, ça ne veut pas dire que je suis un raté. Je dis souvent, nous ne sommes pas finis parce que nous sommes salis. Et ça, c'est vraiment un des leviers très très clairs pour réussir. Le troisième que je donnerais, c'est miser sur nos ressources. Donc profiter de nos points forts. Beaucoup de gens dans une conduite d'échec se focalisent sur leurs faiblesses. Et donc passent un temps considérable à dire je ne sais pas faire ça, je suis mauvais là-dessus, je suis nul là-bas, ou j'arrive à être que moyen dans tel secteur, dans telle discipline. Alors que si elles acceptaient de regarder là où elles ont une zone de force, un talent ou des compétences, elles pourraient certainement devenir excellentes. Muriel Hermine, par exemple, la championne de natation, a expliqué qu'elle avait perdu aux Jeux Olympiques son titre, sa médaille, parce que plutôt que de chercher à développer ses points forts, elle avait essayé de travailler sur la correction de ses faiblesses. C'est ça, oui. Et donc, être conscient de notre capacité de résilience, nous sommes vivants, on sait accepter les chocs. L'être humain a une capacité énorme. Vous parliez des camps de concentration tout à l'heure, des gens ont survécu dans un enfer qui leur est arrivé. Donc l'être humain a des capacités très souvent insoupçonnées. Faire preuve de résilience, c'est aussi ça, se dire j'ai des ressources. 2, être clair sur nos exigences. Quel est mon but ultime? Où est-ce que je veux aller? Pourquoi est-ce que ce projet me tient à cœur? Et 3, quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je peux mettre dans la bataille pour y arriver? Est-ce qu'il y a des entreprises ou des projets
qui ont développé, j'appellerais ça une culture de l'échec, mais c'est pas péjoratif, c'est plutôt positif. Vous revenez souvent sur un exemple, celui de la conquête de l'espace. Oui. Moi, je suis un enfant de cette époque, et donc ça m'a fait beaucoup rêver, mais on sait que la conquête de l'espace, la NASA, par exemple, a toujours eu une espèce de culture de l'échec, c'est-à-dire cette capacité de partir dans une aventure dont elle ne connaît pas l'aboutissement. Exact. Le but, c'est, on ira sur la Lune, dit Kennedy, dans 10 ans, mais les ingénieurs de la NASA ne savent pas comment on va le faire. Et puis, à un moment donné, c'est de partir chaque fois de l'échec, d'améliorer les choses et d'intégrer finalement ce fonctionnement de l'échec dans une espèce de fonctionnement courant. Ça existe encore, ça? Oui, tout à fait. Mais on a toujours cette culture-là, déjà au niveau de la NASA. Donc, on a quand même 3 épisodes assez symptomatiques. C'est Challenger, où au décollage, la navette explose après 73 secondes de temps de décollage. Enfant, je me souviens de ces images à la télévision, alors que j'étais vraiment tout petit. Premier échec cuisant, puisque des personnes décèdent. Deuxième épisode, Columbia, quelques années plus tard, où là, c'est pas au décollage, c'est au retour que la navette explose. Et en fait, ces 2 exemples sont assez symptomatiques dans la manière de traiter l'échec par la NASA. C'est que pour Challenger, il y avait eu des avis défavorables au décollage, en disant attention, il y a un problème à la navette, ça risque de, mais pour toute une série de raisons que j'explique dans le livre, ils ont dit malgré tout on y va. Et alors pour Columbia, pareil, au décollage, il y a eu des problèmes, il y a eu des morceaux, des débris de la navette qui ont perforé l'aile. Et là, la NASA était tellement confiante que les ingénieurs de la NASA ont pratiquement ignoré le phénomène. Oui. Oui. Ils se sont dit, mais regardez, elle arrive quand même à aller à destination et à commencer à revenir malgré les défaillances. Donc il y a eu une espèce de sentiment, un petit moment de toute puissance, il y a eu une perte de lucidité ou en tout cas d'humilité, de se dire attention, il y a danger. Et c'est ce qui a causé la perte de l'équipage au retour sur Columbia. L'autre exemple classique étant Apollo 13, Houston, on a où un là problème. justement, Houston, on a un problème et où on a cette épopée fantastique pour ramener vivant le personnel de l'équipage qui démontre que la NASA a énormément de ressources. Cette histoire est prolongée aujourd'hui avec SpaceX et Elon Musk, puisque la conquête de l'espace a été relancée en grande partie par SpaceX, et Elon Musk partage énormément sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, il partage les essais des fusées, les lancements. Et donc le jour où il a annoncé, nous on va lancer dans l'espace une fusée qui va pouvoir réatterrir de là où elle est partie, c'était complètement inconcevable. Et les premiers essais, après des mois et des mois de tentatives, de tests, de prototypage, les premiers essais ont foiré. Et Elon Musk, le premier... Donc, évidemment, les ingénieurs de chez SpaceX étaient en déconfiture, en disant on a échoué, ça n'a pas fonctionné. Le premier message qu'Elon Musk leur a livré, ça a été de dire, je ne m'attendais pas à ce que ça marche du premier coup. C'est l'extrait que vous mettez en exergue de votre livre d'Interstellar où il dit à un moment donné, il suffit que ça marche une fois. Il suffit que ça marche une fois. C'est ça. Exact. Oui. Donc on doit recommencer, on doit tester, on doit refaire les calculs parce qu'il suffit que ça marche une fois. Et au final, SpaceX, l'entreprise était au bord de la faillite et c'est vraiment sur le dernier lancement que ça a fonctionné. Et donc ils sont passés très très près. Et alors évidemment, c'est la magie de la vie, les choses sont aussi bien faites, c'est qu'ils réussissent ce lancement-là et dans le sillage de ce lancement réussi, ils reçoivent la confirmation qu'ils ont un budget de la NASA pour justement devenir un des opérateurs des voyages pour ravitailler la Station spatiale internationale. Vous citez beaucoup de personnalités, personnages historiques, personnages contemporains. Oui. Quel est celui pour vous qui incarne le plus cette personne qui aurait eu un échec majeur et qui l'aurait formidablement dépassé ? Alors, je ne sais pas si c'est un échec majeur et je ne sais pas s'il a été formidablement dépassé, mais il y a un personnage pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est Gaston Lagaffe. Ah oui. C'est peut-être pas celui qu'on aurait attendu, hein, mais je trouve que Gaston Lagaffe est un magnifique exemple de rebond sur l'échec. Puisque si on regarde les tout premiers épisodes... C'est son core business, l'échec. C'est son core business, l'échec à Gaston Lagaffe. C'est-à-dire qu'il est câblé pour rater ce qu'il fait. Mais si on regarde la manière dont la bande dessinée a évolué, très vite,
Gaston Lagaffe, qui était cette espèce de pantouflard un peu lent, qui essaye de trouver tous les trucs pour pas faire son boulot, devient une espèce d'ingénieux à qui on va aussi faire appel quand on est dans des situations problématiques. Et je trouve que vraiment cette évolution-là, la personne un peu stigmatisée, qui est mise à part, qui est tirée au flanc, qui probablement du coup est considérée sur ses faiblesses, ne mise pas sur ses points forts, est un peu laissée de côté, ostracisée, etc. Dès le moment où elle accepte de se dire mais j'ai de la créativité, j'ai une capacité à pouvoir utiliser ce qui m'arrive pour faire des trucs intéressants, devient un personnage qui nous amène dans des aventures à la fois drôles, touchantes et en même temps très créatives. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui cherchent à être créatives et à innover. Dans les Gaston Lagaffe, il y a énormément de sources de créativité et d'innovation. Le Gaffophone notamment. Voilà, donc je dirais Gaston Lagaffe et peut-être plus sérieusement la trajectoire de Elon Musk en tant qu'entrepreneur, naissance au niveau de l'Afrique du Sud dans un contexte familial très compliqué, très violent, contexte familial et contexte environnemental dans l'Afrique du Sud des années d'apartheid, etc. Et qui arrive aux États-Unis, qui prend la nationalité américaine après être passé par le Canada, qui lance une première entreprise, qui fonctionne bien, et puis après qui se fait pratiquement déposséder, puisqu'il a lancé ce qui deviendra PayPal, Elon Musk, et qui se fait pratiquement déposséder de son entreprise pour ensuite revenir et voir au niveau où il en est. Si les gens qui nous regardent sont intéressés par l'entrepreneuriat, c'est vraiment un profil très intéressant. Dernière question, il y a une série de témoignages dans votre livre. Facile d'aller récolter ces témoignages, les gens veulent bien se livrer sur leurs échecs. Mais j'avais à cœur en tout cas d'ouvrir, vu la largeur du sujet, j'avais à cœur que des personnes du milieu sportif, du milieu scientifique, du milieu entrepreneurial, il y a même un chanteur professionnel, ex-chanteur du groupe Iron Maiden, qui partage son expérience. J'avais à cœur d'avoir une vision très large. Je me considère comme très chanceux parce que j'ai contacté des personnes qui me semblaient avoir une expérience intéressante à partager. Certaines sont connues, d'autres ne le sont pas, mais elles ont toutes quelque chose à dire. Et quand je les ai sollicitées, j'ai été accueilli avec énormément de bienveillance, d'une part. Le projet les a, pour la plupart, leur a tout de suite parlé. Donc ça n'a pas été tellement... j'ai pas dû... expliquer la démarche très longtemps et j'ai été surpris de la simplicité avec laquelle les personnes se sont livrées. Donc je crois qu'on arrive à une époque où les gens se rendent compte que les cicatrices font aussi partie de ce qui nous définit. Est-ce qu'on peut trouver ce livre facilement dans la région ? Ah, dans la région, oui, donc le livre normalement n'est pas disponible en librairie. Vous avez un site, hein. Il est uniquement disponible sur le site de latitudedeshéros.com, www.latitudedeshéros.com, ou sur Amazon évidemment. Mais ici en région vervétoise, il y a une librairie pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, qui est La Traversée, et donc il est disponible chez Bernard à La Traversée. Est-ce qu'il y aura des conférences qui accompagneront ce livre ? Oui, alors là c'est une partie de mon métier, hein, comme vous savez, les conférences, que ce soit en Europe ou au Canada. Et ici, il y a déjà au mois de septembre, il y a une conférence en France, il y a une conférence en Espagne et une conférence en Belgique qui seront prévues. Donc oui, je pense qu'il y aura pas mal de conférences qui permettront d'expliquer et d'échanger avec les personnes qui auraient des questions sur le rapport que nous pouvons entretenir à l'échec. Donc si vous passez dans la région, vous nous le dites. Si vous voulez en faire une autre en plat, vous savez que vous êtes le bienvenu. Vous en avez déjà fait une lors du précédent bouquin. Merci à vous. Merci. Heureux de vous avoir accueilli. Voilà, on referme cette émission. Et puis vous retrouvez directement la rediffusion du JT. Bonne soirée à toutes et à tous.